Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour le grand défi, celui des présidents de parti. 4 présidents qui sont aussi 4 candidats aux élections communales. Joël Milquet à Bruxelles, Elio Di Rupo à Mons, Didier Reynders à Liège et Jean-Michel Javot à Amet. Alors, leur programme, comment ont-ils vécu l'actualité de ces dernières semaines? Voici le grand défi des présidents. Quelles sont les qualités d'un bon bourgmestre? La proximité, veiller à la proximité avec ses citoyens, ce que nous n'avons pas. C'est l'image de la ville. Je veux dire, c'est essentiel. Qu'il soit très instruit, qu'il soit à l'écoute des gens aussi, à l'écoute de son staff, oui, bien sûr. Qu'il soit un homme droit, intègre. Je crois que je donnerai la priorité à l'homme plutôt qu'à un parti. Pour la personne, c'est plus important que le parti? Pour moi, oui. Moi aussi. Pour quelle raison? Parce qu'au moins on connaît la personne et on sait ce qu'elle vaut. Donc, Ce qui est important, c'est que ce qu'ils disent soit vrai, mais bon, comme je n'y crois absolument pas. Je pense que l'éthique va avoir un rôle, pour moi, primordial dans mon choix de vote. Je pense que tous les partis ont plus ou moins le même programme, donc je trouve que c'est important d'avoir une personne qui est honnête et qui réalisera ses promesses. Être à l'écoute, c'est ça qui est plus important. Et le respect, c'est ça qui compte le plus. Alors, on en demande des choses à son bourgmestre. Mais vous avez vu la priorité dans notre sondage qui est arrivé dans le journal, c'est l'honnêteté. Les gens vont se décider en fonction de l'honnêteté du candidat. Ça, c'est la conséquence des affaires, Elio Di Rupo? Non, je pense que c'est un désir juste et nos concitoyens ont raison. Vous n'avez pas une conséquence des affaires, vous? Non, je pense que ceux qui ont commis des erreurs doivent être absolument sanctionnés. D'ailleurs, c'est ce que nous avons fait. Mais parlons de l'attitude de nos concitoyens. Ils ont raison. On doit, quand on gère un bien public, surtout, on doit être honnête de tout temps. Mais quand on gère les deniers publics, on doit encore être plus honnête. Et non seulement il faut être honnête, il faut être sérieux et avoir certaines aptitudes à bien gouverner une commune. Et je trouve que nos concitoyens ont tout à fait raison de mettre en numéro 1. Oui, parce que ça n'a pas été toujours le cas ces derniers temps. Faut quand même je veux dire que, oui, qu'il y ait des cas où ce n'est pas le cas, bien entendu, mais il faut voir la grande qualité et le grand nombre de nos politiques, et je pense que les femmes et les hommes politiques de notre pays, dans leur grande majorité, sont des gens qui méritent le respect et que nos concitoyens demandent l'honnêteté comme première valeur, première exigence. Je trouve ça tout à fait normal. Didier Reynders, les affaires, ça concerne tout le monde ou c'est seulement chez les autres? Non, ça concerne d'abord tout le monde parce que je crois que c'est une préoccupation de non seulement tous les politiques, mais des citoyens. On l'entend d'ailleurs, en mettant l'honnêteté en première ligne. Alors, c'est d'abord une question d'éthique individuelle, de comportement. On ne peut pas mettre un groupe ou une formation politique ou une communauté dans le même sac. C'est d'abord un comportement individuel. Et je crois que c'est important de pouvoir dire on a l'intention de gérer de manière honnête et puis de le prouver. Le deuxième élément, c'est que je crois qu'il ne faut pas non plus tomber dans la loi du silence. Et je crois qu'on a évité cela chez nous, ça arrive parfois dans d'autres pays. Je dois dire que ce qui s'est passé dans la région de Charleroi, moi j'étais assez heureux que quelqu'un comme Olivier Chastel ose soulever un problème. Ça fait du bien. Et chez vous, il n'y a jamais de problème? Mais il y a toujours des problèmes partout. Quand vous avez un très grand nombre de personnes amenées à gérer des communes, mais amenées à gérer aussi d'autres niveaux de pouvoir, vous pouvez toujours avoir un problème. Moi je ne dirais jamais qu'il n'y a rien chez nous et que nous ne pouvons courir aucun risque. Je crois simplement qu'il faut avoir une éthique individuelle, un comportement qui fait que l'on gère honnêtement. Il ne faut pas hésiter à rompre la loi du silence et à dire, quand on constate des dérapages, mais quels sont ces dérapages? Je crois qu'on en profite d'ailleurs par la suite, pas sur un plan politique, pour toute une communauté. Une ville, une région peut s'en sortir de manière beaucoup plus efficace comme cela. Et puis il faut éviter de lancer, je crois, aussi des accusations à l'emporte-pièce. Ça fait aussi partie de l'honnêteté politique. Alors l'éthique, Joël Milquet, c'est le core business du CDH. Et sur le terrain, on a vu que c'était pas tout à fait ça. Écoutez, moi je pense que c'est une exigence forte. D'ailleurs, on a mis cela dans tous les programmes de toutes nos équipes et on s'est imposé une charte d'éthique déjà à l'intérieur du parti qui soit stricte et importante. Deux, c'est pour cette raison que pendant tous ces derniers mois au gouvernement wallon, on a pris vraiment
4 trains de réformes importantes qui renforcent les contrôles, qui installent un office de contrôle, qui organisent des audits dans chacune des communes, enfin des règles qui changent vraiment fortement la donne et qui vont devenir Comment ça se fait qu'il y a un tel écart entre ce qui est dit et puis, le terrain? Donc je pense que ce qui sera important, et un des enjeux de cette législature communale, maintenant que les nouvelles règles sont applicables, maintenant que par exemple les conseils communaux vont devoir discuter demain avec l'ensemble des partis, l'ensemble de nos équipes, de ce que l'on va mettre dans un code d'éthique. Jusqu'où va-t-on aller? Est-ce qu'on va régler les problèmes de conflit d'intérêts? Comment? Est-ce qu'on va aller plus loin que des règles? Je pense que c'est ça l'enjeu et que l'on doit tous s'engager à aller le plus loin possible pour justement assurer une confiance des électeurs, des contrôles externes et internes importants et des règles strictes qu'on s'applique individuellement et collectivement. On a les règles, mais maintenant c'est aux conseils communaux et futurs et provinciaux à les appliquer. On reviendra sur ces règles tout à l'heure. Jean-Michel Javot, quand on est comme vous dans l'opposition, à l'exception de la région bruxelloise, et quand les affaires atteignent les partis de la majorité, est-ce qu'on se frotte les mains? On ne se frotte jamais les mains quand la démocratie est en danger. Mais je crois, pour un petit peu embrayer sur ce qui a été dit, le meilleur moyen d'éviter ces affaires, c'est de mettre des balises et de modifier la loi, ou bien de se mettre des règles qui empêcheraient d'avoir des comportements délictueux. Donc de travailler dans la transparence. J'estime qu'à présent, jusqu'ici, on n'a pas été assez loin. Moi, je souhaite le niveau communal, le niveau le plus proche du citoyen. C'est vrai, on dit souvent, beaucoup de choses se décident à la région wallonne, au fédéral ou bien à l'Europe, mais toutes les frustrations arrivent au niveau communal. Et donc, pour moi, on a revalorisé les barèmes des bourgmestres, des échevins. Il faut qu'on puisse avoir des mandataires qui sont là à temps plein, ou en tout cas qui dégagent suffisamment de temps pour être disponibles pour leurs concitoyens. Alors on va voir si on était assez loin. On va voir auprès de Barbara Mertens, qui ce soir encore est l'interprète des auditeurs de BelRTL et des téléspectateurs d'RTL TVI. Bonsoir Barbara Mertens, au 070 344 040, vous avez beaucoup de questions. Bonsoir à toutes et à tous. Alors l'obligation de vote provoque quelques réticences au sein de nos spectateurs et auditeurs. Par exemple, Michel de Florenne nous dit que la démocratie, pour lui, c'est laisser le choix, y compris celui de ne pas aller voter. Et il nous affirme d'ailleurs que dimanche, lui, n'ira pas voter. Plus provocateur peut-être, Paul de Froimont de Visé suggère d'organiser un vote par SMS. Alors, à propos du sondage qu'on évoquait il y a une seconde, Anne-Marie Damet considère, comme dans le sondage, que l'honnêteté est ce qui prime pour elle dans son choix d'électrice et vous demande à chacun d'entre vous qui, parmi vous, compte exercer réellement son mandat de bourgmestre s'il était élu, évidemment. Alors ça, c'est par oui ou par non. Est-ce que si vous êtes élu, vous devenez bourgmestre d'Amet? Oui, je l'ai dit dans toutes les langues, je serai bourgmestre d'Amet durant 6 ans si je suis élu. Didier Renders, oui, ça a été dit depuis le début de cette campagne, depuis le milieu du mois d'août. Si les Liégeoises et les Liégeois souhaitent, je serai effectivement bourgmestre de Liège et j'exercerai la fonction. Donc vous abandonnez à ce moment-là votre poste de oui, mais voyez-le plus positivement, je m'occuperai de la ville de Liège. Et vous, Élodie Ropo? Alors, j'exercerai les fonctions de bourgmestre. Je serai empêché tant que je suis ministre, car c'est facile pour quelqu'un dont le risque de devenir bourgmestre est faible de dire je vais assumer la fonction de bourgmestre. Il faut faire confiance aux Liégeois. Vous, par contre, c'est certain. Non, très clairement. Que... Non, pas du tout. J'espère. Et j'espère que nos concitoyens voteront pour le PS et singulièrement à Mons pour ma formation politique propre. Alors, donc vous êtes empêché jusqu'à quand? Je serai alors bourgmestre en titre et quand j'aurai terminé la fonction ministérielle, je reprends la présidence du collège. Je l'ai toujours dit. Et un bourgmestre en titre a aussi une action directe sur sa commune et je compte l'exercer. Et vous, Joël Milquet, si vous avez la possibilité d'être bourgmestre? Alors ça, je ne sais pas si j'ai une chance ou pas de chance. Si vous avez la possibilité, est-ce que moi, vous je l'ai dit aussi clairement, moi, je ne fais jamais les choses à moitié. Donc si je m'engage à fond. Et donc si on me fait l'honneur le soir des élections et que les électeurs me font confiance, bien sûr que j'exercerai avec un grand plaisir, d'ailleurs, de la fonction de bourgmestre, le cas échéant, ou une autre. Alors il y a l'autre question qui a été posée par Barbara Mertens, c'est sur l'obligation de vote, personne ne le remet en cause ici? Ah non, moi je pense que c'est vraiment important de pouvoir se motiver. Oui, personne ne le remet en cause, je reste quand même convaincu que c'est notre devoir de faire en sorte que les gens aient envie d'aller voter et aillent voter. Parce que, vous savez, on n'en fera jamais de la sanction du droit de vote la priorité en matière criminelle. On ne va pas poursuivre de manière systématique, on le fait déjà dans beaucoup d'autres domaines. Je crois qu'il faut aussi se rendre compte que nous avons une obligation, nous, comme responsables politiques, comme mandataires, de faire en sorte que les gens aient envie d'aller voter. Parce qu'il y a déjà pas mal de personnes qui s'abstiennent ou qui ne viennent pas. Alors tout au long de cette émission, nous vous proposons de découvrir les résultats d'un sondage Belgaïvox réalisé pour RTL. 1000 personnes interrogées, la marge d'erreur de 3,1%. À la question, vos mandataires communaux font-ils honnêtement leur travail? La réponse est oui à 61,6%. 38,4% des personnes interrogées sont d'un avis contraire. En gros, ça fait donc 6 personnes sur 10 qui font confiance à leur bourgmestre et à leur échevin. Didier Renders, c'est finalement pas si mal que ça.
C'est pas si mal que ça, mais je crois surtout qu'il faut faire attention. J'ai entendu parler de réforme tout à l'heure. On va changer les lois, on va changer les règlements, on a déjà fait beaucoup de choses. Il y a de toute façon un certain nombre de règles en Belgique qui existent depuis longtemps. Et les cas les plus graves de manquements, qui font probablement réagir d'ailleurs l'opinion publique, ce sont des cas qui constituent des manquements au code pénal, par exemple. Vous savez, la corruption. Il n'y a pas besoin de nouvelles règles. Quand nous avons un dossier judiciaire qui aujourd'hui intervient, c'est parce que ce dossier judiciaire, il repose déjà sur du manquement à la règle. Et donc je voudrais qu'on ne fasse pas non plus comme si c'était presque permis parce qu'il n'y avait pas de règles. Non, la plupart des affaires les plus graves étaient déjà avec des limites très strictes. J'ai dit tout à l'heure, pour le reste, c'est d'abord un engagement individuel. C'est une éthique individuelle que les formations politiques, bien entendu, doivent encadrer. Mais à force de dire, chaque fois qu'une affaire intervient, on va légiférer, on donne presque le sentiment qu'il était normal de se comporter de cette façon. Ça n'est pas le cas. Et donc, la plupart des dossiers qui ont été Roupeau, traités sont des dossiers avec sanction pénale dès aujourd'hui. Justement, Élodie Roupeau, est-ce que, pour améliorer la confiance, est-ce qu'il ne faudrait pas sanctionner plus vite, plus fort à ceux qui dérapent? Oui, il faut sanctionner d'abord. Ce qui est important, me semble-t-il, c'est que nous avons une responsabilité. Nos concitoyens, 6 sur 10, sont assez satisfaits du comportement de leur élu. 6 sur 10, on peut se dire non, mais attendez, à contrario qu'il y en a 4 sur 10 qui par contre... Mais ce qui est le plus important, c'est que quand on a la responsabilité publique, eh bien on se doit d'être sérieux, d'être honnête, d'être au service des citoyens, un citoyen parmi les citoyens et dans la transparence. Vous savez, c'est une affaire aussi d'éducation personnelle. Moi, mon éducation a été celle-là. Nous étions très pauvres à la maison, mais on nous a appris à être honnêtes. Mais enfin, pour ceux qui dérapent, est-ce qu'il faut des règles plus strictes? J'entends poursuivre dans cette voie et essayer d'entraîner le maximum de personnes dans cette voie. Et la transparence est aussi importante. J'avais 30 élus sur 45 à Mons. J'ai ouvert le collège parce que je trouvais qu'il fallait que tous les dossiers puissent être traités, pas uniquement par une seule famille politique. Et vous le ferez dans d'autres communes ? Oui, bien entendu, je l'ai suggéré et j'espère, avec l'autonomie de chacune des communes, c'est bien entendu beaucoup mieux d'être transparent, de pouvoir échanger ses idées. Et vous restez avec le ME à la prochaine fois ? Non, ça je vous dirai le 9, comment les choses vont se produire. Joël Milquet, on va peut-être revenir, on y a fait allusion tout à l'heure, le décret wallon sur la démocratie locale. Est-ce qu'il apporte suffisamment de garde-fous sur ce problème du contrôle des échevins, des bourgmestres ? Je ne suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit. Alors bien sûr qu'il y a une série de règles qui sont sanctionnées pénalement. Notamment, la loi fédérale sur les marchés publics impose une série de règles. Moi, je suis pas d'accord avec Didier Reynders ou Oui, avec Didier Reynders, parce que je pense que des règles étaient nécessaires en plus, surtout de contrôle. Donc il y a des règles actuellement pénales. Et je pense qu'on devrait aller plus loin. On s'est bien rendu compte dans une série d'affaires qu'il y a du flou, par exemple, sur la problématique des conflits d'intérêts. Jusqu'où peut-on, lorsque l'on a une profession privée, qu'on est en même temps mandataire, ou ses enfants, aller faire passer des marchés, etc., les choses pourraient être beaucoup plus claires sur les conflits d'intérêts. Ça se fait dans d'autres pays. Il y a des chartes, soit d'éthique, soit carrément d'une législation beaucoup plus stricte. Et on voit bien qu'il y a un flou. D'ailleurs, les réviseurs d'entreprise, les avocats sont tous en train de plancher sur cette problématique. Donc c'est important. Quand on parle de corruption, c'est bien d'avoir des règles, mais c'est bien d'avoir des moyens pour s'assurer que ces règles soient respectées. On a par exemple supprimé le comité supérieur de contrôle. Je trouve qu'on pourrait le remettre au niveau fédéral, par exemple, pour éviter et pour avoir justement des actions préventives. Et ce décret, ces décrets, parce qu'il y en a déjà deux, un sur les intercommunales qui a supprimé de 50% les mandats, ce qui était quand même une demande qui n'a pas pu être faite sous l'ancienne législature et qui est importante, mais ce sont des règles de transparence, par exemple publier ces mandats, les rémunérations, publier les marchés publics que l'on fait au niveau d'une commune, tout ça est essentiel. C'est suffisant Jean-Michel Javot? Moi je ne trouve pas votre sondage tout à fait positif. Ça veut dire qu'il y a 40% des gens qui estiment que les mandataires communaux sont malhonnêtes, puisque la question c'était font-ils honnêtement leur travail, donc c'est quand même interpellant. Donc moi je l'ai dit, le meilleur moyen pour que dans 6 ans on puisse avoir pratiquement 90% de personnes satisfaites, c'est évidemment de changer les règles. Je suis d'accord, il y a trop de tentations et donc il faut limiter les tentations. Le problème, on prend des règles mais il n'y a pas de sanctions. Donc on a vu un cadastre des mandats, on a vu beaucoup de mandats. Qu'est-ce qu'il faudrait comme règle alors par exemple ? Il faut d'abord qu'il y ait des sanctions financières pour les gens qui ne respectent pas la loi, qui puissent par exemple ne pas être éligibles. On a vu qu'on a publié un cadastre de mandats, on a vu que plusieurs mandataires, que ce soit dans des provinces, dans des communes, ne respectent pas la loi sur les mandats. J'ai bien noté effectivement qu'il y a un problème avec les majorités absolues et donc de permettre à l'opposition de faire son travail, d'avoir accès à tous les documents, à la transparence, mais pas uniquement au conseil communal, dans les sociétés de logement, dans les intercommunales, dans toutes les SBL paracommunales qui très souvent gèrent des compétences de la commune. Je pense que là aussi,
de permettre que tout le monde soit représenté et que l'opposition fasse son travail. Cela, ça empêchera aussi beaucoup de dérives. Je peux vous assurer que lorsqu'on prend des règles très strictes, qu'on s'applique à soi-même, ça empêche les tentations. Alors, on retrouve tout de suite Barbara au 070 344 040. Bonsoir Barbara, vous avez des questions, j'imagine. Oui, bien sûr. Bonsoir. Fabrice Genard vous demande très simplement pourquoi le mode de désignation du bourgmestre est différent en Wallonie et à Bruxelles. Et puis alors beaucoup d'appels à propos de celles et ceux qui sont impliqués de manière directe ou indirecte dans les affaires. Par exemple, Frédéric Colson de Saint-Hubert voudrait lui dénoncer le système des fils et filles d'eux, surtout justement quand il s'agit d'un nom qui a été soulevé à propos d'une affaire. Angelo Pinello de Serein, mais il paraît qu'on dit Serein, évoque lui des proches de la Carolo qui se retrouve sur les listes aujourd'hui. Quant à Tony Berkmans, il ne comprend pas pourquoi Patrick Avril, qui est touché par plusieurs affaires, se représente sur la liste PS à Saint-Nicolas, c'est du côté de Liège. Alors, il y a des fils et filles d'eux, oui, il y en a. S'il y en a trop, est-ce que vous êtes tous... Vous dites tous que bon, tout le monde a le droit, ou bien qu'il y a abus et qu'il y a trop de népotisme? Mais il y avait deux questions dans la même remarque. Il y avait l'idée, y a-t-il des fils ou des filles d'eux? Je crois que dans toutes les formations politiques, comme dans toutes les activités humaines, il y en aura toujours qui brigueront finalement... Il y a un peu de népotisme quand même en politique. Il y en aura toujours qui brigueront probablement les mêmes fonctions ou les mêmes activités que leurs parents, comme on le voit dans beaucoup d'autres professions. Maintenant, ce qu'il faut éviter, c'est que ce soit un droit et que ça devienne un avantage par rapport à d'autres. Et puis, il y avait une deuxième question, c'est de dire, est-ce qu'on peut avoir des enfants de personnes qui auraient été prises dans des affaires? Je ne connais pas de cas en ce qui concerne ma formation politique, mais je trouverais de toute façon anormal que l'on étende une sanction aux enfants, aux petits-enfants, aux neveux, aux nièces, je ne vois pas très bien. Donc, justement, il faut que les choses soient claires. Que quand quelqu'un se présente en portant un nom connu, et il y en a dans toutes les formations politiques, les armes soient égales par rapport à tous les autres. Il y avait aussi une question sur l'élection directe du... Mais d'abord, sur les fils et filles d'eux, vous avez la même position ou bien vous trouvez qu'il y a un peu trop de népotisme en politique? Non, c'est quelque chose qui se reproduit souvent dans toutes les professions. Il y a des fils de médecins qui deviennent médecins, il y a parfois de l'influence aussi parentale qui peut se faire. Le tout est que la personne, par elle-même, soit compétente et quelque chose à apporter. Mais si c'est le cas, pas parfois poussés en fait par le père et placés par le père. Quand ce sont des champs personnels et que les gens apportent quelque chose, tant mieux. Si c'est purement pour mettre un nom et avoir des voix, ça ne va pas. Vous ne dites rien, Elio Di Rupo. Non, moi je vous écoute. Mon père était ouvrier mineur et maman est morte ne sachant... ne sachant ni lire ni écrire. Donc vous voyez le détachement que j'ai par rapport à cela. Mais je pense qu'autant on ne doit pas favoriser parce que le père a une fonction, autant quand il y a des filles et des garçons de qualité issus de familles où il y a des politiques, pour autant qu'il n'y ait pas de privilèges, je pense qu'on doit aussi accepter que ces gens puissent agir en politique. Et il faut le faire avec la modération qui s'impose et le respect de tout un chacun. Sur la question qui concernait Patrick Avril. Mais je vais vous dire, on peut à perte de vue revenir, puisque je vois que depuis un quart d'heure les choses vous intéressent, il y a des faits, et quand nous avons des faits, notamment au PS, nous les sanctionnons, nous l'avons fait. Mais vous savez, la présomption d'innocence, il faut quand même la respecter, c'est un droit fondamental. Et tant que nous n'avons pas la preuve ou un élément qui est porté à notre connaissance pour agir, mais écoutez, c'est la responsabilité individuelle des personnes de dire si oui ou non elles peuvent être candidates et si elles peuvent assumer cette fonction. Je pense qu'il faut le respecter. Et je me rajouterai, et ce sont les électeurs qui, in fine, décideront, sanctionneront. Jean-Michel Jabot, vous n'avez pas l'air d'accord. Mais moi, je vais joindre les deux questions. La réponse, elle est dans l'égalité des chances pour atteindre la fonction. Et donc, moi, je suis assez critique sur la réforme, par exemple, l'élection du bourgmestre, parce que je pense que ça limite les chances de femmes, de jeunes, de nouveaux candidats. Il y a beaucoup de jeunes sur le plateau aujourd'hui. On est en campagne électorale. J'espère que beaucoup de ces jeunes seront demain échevins au bourgmestre. Mais je n'en suis pas certain. On fera la carte demain du paysage politique. Et justement, donc, parce qu'on permet l'élection directe, mais chaque parti s'octroie des règles aussi pour mettre les personnes en tête de liste ou bien la présence sur les listes. Mais c'est vrai que dans certaines communes, ça aide d'avoir un nom et on arrive plus facilement à la fonction lorsqu'on a un certain nom. Alors, autre question qui va vous intéresser. Les Belges souhaitent-ils justement changer de bourgmestre dimanche prochain? Eh bien, la réponse est oui à 57%. 43% des personnes interrogées conserveraient le bourgmestre actuel. Alors, c'est une majorité pas énorme, mais c'est quand même une majorité assez nette qui souhaite un changement dans leur commune. Alors, on verra dimanche soir s'il y a un changement ou s'il n'y a pas de changement. Ça me suffirait dans ma ville. 57%, ça me suffirait totalement. On va quand même vous poser
une question sur les consignes de vote, les consignes d'alliance que vous pouvez donner les uns et les autres, notamment pour les négociations à venir juste après l'élection. Jean-Michel Javot, est-ce qu'il y a des consignes chez vous? Est-ce que vous conseillez à vos mandataires de plutôt négocier avec les bleus ou plutôt négocier avec les rouges? Je peux vous assurer dans les yeux qu'il n'y a pas de consigne d'alliance avant les élections. Je sais que c'est bateau, qu'on le dit dans chaque émission, mais jamais l'électeur n'aura autant de poids dans son crayon ou bien au bout de son crayon électronique que lors de ces élections-ci, parce que le jeu est extrêmement ouvert. Moi, je peux jouer à Madame Soleil et vous dire qu'on risque d'avoir des coalitions de nature très différente dans différentes régions du pays, à Bruxelles, en région wallonne. Donc, je vous l'ai dit, Écolo est un parti indépendant qui verra en fonction du résultat du scrutin ce jour-là, qui verra si on le respecte. Donc, tout est possible. Je prends un cas concret. Non, mais il faut évidemment qu'il y ait un programme. Votre voisin, il est candidat à Liège. Est-ce que vous le soutiendrez? On peut pas le rater sur les affiches. Est-ce que vous le soutiendrez à Liège? Est-ce que vous allez conseiller à la candidate écolo de négocier avec lui? Je vais d'abord voir s'il a un score suffisant. Je vais rencontrer les différents partis, voir quel parti va respecter, écolo, c'est-à-dire de voir si dans une majorité on pourra travailler sur des priorités environnementales. Moi, j'ai lu Al Gore ce matin qui disait: il nous reste 10 ans pour changer les choses. Ça commence dans la commune. Mais on sait qu'il y a des contacts. On sait que vous discutez les uns et les autres. Moi, j'ai rencontré tout le monde sur Liège. Donc, je peux vous dire que j'ai vu les 3 partis et je peux dire à l'électeur que vraiment, il aura du poids au bout de son crayon. En tout cas, Didier Reynders, moi, je vous vois acquiescer quand Jean-Michel Javot parle. Vous entendez bien, vous, avec les écolos? Quand il dit des choses qui sont justes, je m'entends pas. Depuis le début du débat. Est-ce que vous entendez bien avec les écolos? Est-ce que vous... Non, mais il y a 2 choses différentes. Je m'entends très bien avec Jean-Michel Javot, c'est une chose. Avec l'ensemble des écolos, c'est autre chose. Moi, j'ai mené maintenant campagne avec une candidate écolo à Liège, sur un certain nombre de points. Avec elle? Oui, bien entendu, puisque tout ça, à Liège, je crois qu'on est pratiquement 2 ou 3 fois par jour dans les mêmes débats. Donc on est aussi, ensemble. alors, avec Willy Demeyer, avec tous les candidats ou toutes les candidates. Je dis simplement, sur un certain nombre de points, il y a des éléments qui peuvent être communs, comme avec d'autres formations. Je vais dire 3 choses, très simplement, sur votre question, parce que c'était la question quand même des orientations privilégiées ou non. Premier élément, je crois qu'il faut bien distinguer un certain nombre de grands enjeux sur des grandes villes. Et puis ce qui se passe dans beaucoup de nos communes, c'est d'abord sur le terrain local que des majorités se font. Et je peux vous dire, moi, je constate, quand je regarde la carte, que nous sommes en majorité à peu près avec tout le monde, selon les endroits où cela se passe. Et je n'interviens d'ailleurs pas, comme président de parti, dans beaucoup de communes où les gens ont décidé de travailler ensemble, et annoncent d'ailleurs parfois la couleur, de travailler encore ensemble la fois prochaine. Je vous signale que nous avons des listes où parfois il y a des candidats de plusieurs partis sur la même liste, qui annoncent clairement la couleur. Et vos relations avec le CDH, comment vous les qualifiez? Elles sont excellentes dans toute une série de communes, parce que manifestement les choses se passent bien. Nous sommes même souvent sur les mêmes listes. Deuxième élément, pour être très clair, il y a aussi beaucoup d'accords qui se passent avant des élections. Mais je dois aussi donner ce message aux électeurs. Ça dépend des électeurs de faire en sorte que cet accord puisse être appliqué ou non. Moi, je vis cela en permanence dans ma ville. Je fais passer ça comme message pendant toute ma campagne. Il y a un accord dans ma ville. On va poser la question inverse. Je peux très bien faire en sorte que cet accord échoue avec le mouvement réformateur, avec Didier Reynders. Mais écoutez, moi j'essaie aussi mon petit sondage, qui n'est pas un sondage, qui est vraiment une photographie actuelle. J'ai été voir, on a des listes de cartels. Vraiment, il y en a notamment. Non, mais ça, c'est le passé. Ah oui, avec Écolo. Non, actuellement. C'est la situation actuelle. Mais au soir du 8 octobre. Pour les élections des listes de cartels actuelles pour la candidature et donc pour les élections. Au soir du 8 octobre. On en a avec le MR, j'en ai 19. On en a avec... Et ça se passe comme ça. La question, c'est dans les négociations, est-ce que vous privilégiez un partenaire ou pas le soir du 8 octobre? Moi, d'abord, je vais vous dire une chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi faire et quel est le projet avant de dire avec qui. Et je trouve que de temps en temps, ce serait intéressant de parler des projets. Quand c'est les électeurs ou les personnes qui nous interrogent, ils parlent toujours des projets, les journalistes, on parle toujours des alliances. Je pense que les gens sont intéressés par le projet. C'est parfois intéressant pour l'électeur de savoir oui, mais non, parce ce qui va être l'après-élection. Fondamentalement, les élections sont là pour que les gens donnent des signaux. Et c'est quand même ces signaux-là qui font un moment des coalitions et qui font en sorte que des projets puissent se rencontrer. Moi, je ne donne pas de consignes parce que les situations sont différentes dans le Luxembourg ou ailleurs, dans la ruralité ou dans certaines villes. Et vous savez, ces alliances, c'est souvent des histoires humaines aussi, ces accords qu'il peut y avoir entre des personnes. Il y a des gens qui aiment bien gouverner ensemble. Il y a quand même des consignes qui viennent parfois des états-majors. Mais donc, en fait, il n'y a personne qui va vous téléphoner le soir du 8. Il n'y a personne qui va vous téléphoner. Vous éteignez tout. Non, vous téléphonez. C'est plus souvent dans les provinces. Il y a plus d'autonomie communale que vous ne pensez. Et Didier Roupeau, ils sont très calmes, mais d'habitude ils se disputent souvent. Vous devez bien vous amuser, vous, de les voir se disputer. Non, d'abord, moi je suis heureux ici et je suis un peu comme Joël Milquet. J'aimerais qu'on parle des projets et de ceux qui intéressent nos concitoyens. On va en parler, mais est-ce que vous donnez des consignes? Alors, je peux vous répondre non. Non, non plus, précisément. Chaque situation locale doit être respectée. Et au-delà de la dimension politique, on l'a vu,
nos concitoyens vont voter pour des femmes et des hommes, vont voter pour des personnalités, et à certains endroits, il y a des atomes crochus entre certaines personnes pour pouvoir Mais vous n'avez pas gérer... envie, par exemple, quand il y a une majorité à la région Wallonne, si vous me laissez terminer, de ce vous serait dire sympathique. qu'avoir le même type de majorité à plusieurs niveaux de pouvoir, c'est intéressant. Donc j'étais en train de dire... Ou à Bruxelles, des oliviers, comme on dit, PS, CDH, écolo, dans plusieurs communes, comme à la région bruxelloise, non? Donc j'étais en train de dire que, sur le plan local, chacun vit avec des sensibilités et des atomes crochus, et qu'il faut laisser les personnes s'entendre, tantôt avec une formation politique, tantôt avec une autre formation politique, que ce n'est pas aux états-majors d'indiquer tel ou tel chemin pour ces élections locales.